Bonjour, ça y est, on arrive au dernier chapitre de cette série retraçant les jeux Inazuma Eleven. Étant donné qu'on a déjà parlé de Inazuma Eleven Go Chronostone, et que Galaxy n'est jamais sorti par chez nous, eh bien on va voir d'où est partie la licence Inazuma Eleven Go, se passant une dizaine d'années plus tard que la série de base. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on commence à avoir des conflits, entre ceux qui ne jurent que par la série originale, ceux qui au contraire sont pro Inazuma Eleven Go, et enfin ceux qui sont pro Ares, mais bon, ils sont que deux, on va pas spécialement les compter. Et donc, on va essayer de voir pourquoi Go a divisé. Est-ce que c'est vraiment en dessous, ou est-ce que c'est meilleur? Et surtout, est-ce que le jeu est meilleur que ses prédécesseurs? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, comme je l'ai dit, le jeu se déroule une dizaine d'années plus tard, donc enfin on n'aura plus le Raymond original qui puait la merde, mais une toute nouvelle équipe qu'on découvrira plus tard. Mais ce qui va changer, c'est qu'on contrôlera Arion Sherwind, évoluant au milieu de terrain, qui veut jouer à Raymond depuis qu'il a été sauvé par un joueur semblant appartenir à cette équipe il y a une dizaine d'années à Okinawa. Et c'est pas spécialement comme si le jeu essayait d'être mystérieux à ce sujet, donc on avait tous très bien compris que c'était Axel. Raymond est d'ailleurs devenu un établissement très réputé pour son équipe de foot, mais le jour de la rentrée, un mystérieux individu du nom de Victor Blade vient foutre le bordel, tout d'abord en éclatant l'équipe réserve de Raymond, puis en défiant l'équipe première avec sa propre équipe. A savoir que Victor fait partie d'une organisation nommée le 5ème secteur, qui possède des joueurs spéciaux nommés impériaux. Ces impériaux ont la particularité de maîtriser des esprits guerriers qui sont une sorte d'évolution de trucs qu'on voyait dans certaines techniques comme la main magique, l'arrêt céleste ou la tempête de feu. Chaque esprit guerrier possède une technique spéciale, que ce soit de tir, de dribble, de défense ou d'interception, et globalement les joueurs possédant un esprit guerrier sont beaucoup plus forts. Le but du 5ème secteur est de réguler le football en truquant tout simplement les matchs pour que toutes les équipes puissent goûter au succès et que le foot devienne égal pour tout le monde. Bon, c'est un objectif comme un autre. Maintenant, il est bon de rappeler que ce sont des collégiens et que tout paraît extrêmement démesuré pour des joueurs si jeunes. Mais ce n'est pas tout. À la tête du 5ème secteur se trouve un individu inconnu au bataillon, le très mystérieux Alex Zabel. Ouais, bon bah déjà qu'ils ont pas fait spécialement d'efforts pour qu'on le reconnaisse pas, ils ont fait encore moins d'efforts pour lui changer son nom. Bref, maintenant que tout ça est dit, nous pouvons faire la connaissance du 11 de Raymond. Et vraiment, loin de moi l'idée de dire qu'il est meilleur que celui de base, hein, y a même pas besoin de le souligner. Non mais sérieux, ils ont globalement tous un meilleur design qui leur donne un peu plus de personnalité, sauf évidemment Lars et Sven qui de toute façon ne resteront pas dans l'équipe. Bref, donc en affrontant l'équipe de Victor, nous nous faisons péter la gueule jusqu'au moment où nous devons rentrer en jeu, ce qui ne va pas changer grand chose en soi, mais il faut qu'on parle d'un truc. D'habitude je fais une partie gameplay à la fin, mais là ça va pas être possible d'ignorer ça pendant tout ce temps. Je pense comprendre pourquoi les gens ont tant de mal avec ce jeu. Les phases guidées sont atroces, tout simplement. Alors, heureusement qu'on n'est pas limité en temps, mais sérieusement, dépasser la ligne ballon au pied, guider ce joueur dans un cercle, c'est hyper chiant. Et c'est ça à tous les matchs. Alors certes, des fois hein, on peut jouer un petit peu de deuxième partie de première mi-temps, la deuxième mi-temps généralement on peut la jouer, mais vraiment les parties guidées prennent beaucoup trop de place. Il y a ça, et j'ai trouvé le jeu particulièrement lent également. Alors c'est peut-être la faute à l'émulation, mais du coup combo phase guidée chiante plus jeu qui se la traîne, ça fait pas un bon combo. Bref, donc Ricardo, le capitaine de l'équipe, réussit à invoquer un esprit guerrier après qu'on se soit fait casser la gueule. Suite à ça, donc l'équipe réserve va être dissoute, et nous devons passer une épreuve de sélection pour rentrer dans l'équipe, qui est clairement du coup un peu con parce qu'ils sont en manque de joueurs. Dans cette épreuve de sélection, en plus de 3 randoms, nous retrouvons Jean-Pierre Lapin, c'est un peu marrant comme nom, qui sera le seul sélectionné avec nous. On retrouve également notre ami Sky Blue, qui rejoindra les managers du club, comme ça c'est à peu près comme dans l'original, sauf qu'il n'y a pas Sylvia, donc c'est moins bien. Et enfin, Victor Blade rejoindra également Raymond dans le but de surveiller le club pour qu'il se tienne à carreau. Notre prochain match sera contre le collège Surdoué, une équipe très mauvaise contre qui nous recevons l'ordre de perdre 3-0. Nous croiserons même Lars et Sven en train de magouiller avec les joueurs adverses. Parce que Lars et Sven ne jouent pas au foot pour le plaisir, mais bien pour leurs notes, parce que visiblement ton niveau de foot influe sur tes notes. Et ce sont pas les seuls à faire ça d'ailleurs. Arrivé donc le jour du match contre les Surdoués, où d'ailleurs Lars et Sven ne viendront même pas et quitteront l'équipe, nous laissons donc à 11 joueurs tout pile, mais hélas du coup le match était truqué et nous nous prenons 3 buts comme il était prévu. Cependant, étant donné qu'Arion ne veut pas jouer à un foot truqué, eh bien il force beaucoup, jusqu'au moment où Ricardo en a assez, marque un but montrant que les Surdoués, si on le voulait, on les aurait battus 80 buts à 0, mais hélas, ce geste aura pour conséquence le renvoi de notre entraîneur, Monsieur Travis, qui sera remplacé par un gars pas très connu qui a pas fait grand chose dans sa carrière, un certain Mark Evans. C'est le choix du 5ème secteur, ça fait déjà pas beaucoup de sens comme ça, mais surtout Mark il doit être âgé de quoi, allez, 25 ans. Vu son niveau il devrait pas genre au moins jouer en pro, ou au mieux
Dans un grand club, pourquoi les carrières des persos principaux décollent jamais? Bon, et bien maintenant, il est temps de jouer le tournoi régional, toujours supervisé par le 5ème secteur, qui nous demande de perdre 2-0, chose qu'évidemment Arion n'accepte pas. Et là en plus on arrive sur une partie extrêmement chiante de l'histoire qui, je suis sûr, en aura saoulé plus d'un. L'équipe de Raymond est en plein doute, les joueurs ne savent pas s'ils veulent jouer au football régulier ou au vrai football comme le veut Arion. Ça va créer des tensions dans l'équipe, et également Ricardo le capitaine veut quitter l'équipe pour cette même raison. Et ce qui va suivre, c'est un très long moment de discussion pas intéressant pour convaincre Ricardo de rester dans l'équipe parce que quand même le football est ton ami, tu peux pas abandonner le football, bref ce genre de truc. C'est d'ailleurs une des seules fois où je me suis endormi en jouant à un jeu. Pour illustrer un peu l'ennui du passage. Donc après avoir récupéré Ricardo, direction le stade de la Route du Sacre, puis le collège de la Voie Lactée, notre prochain adversaire qui possède des impériaux. Évidemment, tout le début du match est surscripté, c'est absolument pas agréable à jouer, mais finalement, grâce à Ricardo qui maîtrise enfin son esprit guerrier, Maestro, nous nous imposons 3-1, faisant de nous des ennemis du 5ème secteur. On apprend également que Victor possède un frère du nom de Vladimir qui est en fauteuil roulant. On apprend donc du coup que Victor fait en fait partie du 5ème secteur, histoire de récupérer de l'argent pour sauver son frère, car il se sent responsable de l'accident qui lui est arrivé. Ensuite, nous apprenons que nos prochains adversaires seront les joueurs de la foi toute puissante, contre qui on doit perdre. Oui bon, ce sera une habitude, surtout que ce début de jeu est extrêmement répétitif. Et comme ultime retournement de situation, Doug, un de nos attaquants, quitte l'équipe, ce qui est un peu chiant car il est plutôt pas mal pour le début du jeu, et c'était l'un des rares joueurs à posséder une technique spéciale dès le début. D'ailleurs, petite parenthèse, mais cette équipe de Raymond, elle est censée être allée en finale du tournoi l'année dernière, alors pourquoi personne ne possède de technique? Pour pouvoir battre la foi toute puissante qui possède 3 invocateurs, nous demandons de l'aide à Willy Glass. C'est pas exactement la personne la mieux qualifiée pour savoir comment battre une équipe, mais ça fera l'affaire. Arrivé au match, Victor demande à jouer, tout ça pour foutre un but contre son camp dès la première seconde, qui aura 2 effets. À savoir nous casser les couilles, et casser les couilles des joueurs adverses qui de ce fait n'ont plus le droit de marquer, car ils devaient s'imposer 1-0. Ils vont donc s'énerver en prenant pour cible Arion, jusqu'à ce que Victor nous sauve, marque un but, du bon côté cette fois-ci, et rejoint enfin vraiment l'équipe, étant lui-même dégoûté des agissements du 5ème secteur depuis bien longtemps, et grâce à lui, on va battre la foi toute puissante. Suite à ça, le mystérieux Alex Zabel essaiera de remonter un peu les bretelles à Victor, ce qui marchera pas. Étonnant. Mais bien conscient que Raymond est en train de faire changer les choses, le 5ème secteur décide de nous faire affronter la Royal Academy, entraîné par Jude Sharp, qui vraiment n'a pas eu de chance sur son design adulte, non parce que franchement c'est quoi ces lunettes? Jude qui du coup suit les ordres du 5ème secteur. Personne n'y croit. Mais quand même, cette équipe possède quelques invocateurs. Et chose importante, c'est peut-être la seule fois où on affronte la Royal Academy, et que personne essaye de nous buter. Ça change. Par contre j'ai perdu. Et oh, ça arrive même au meilleur. Bon, le deuxième essai se passe un peu mieux et on réussit à battre la Royal Academy, en grande partie grâce à la maîtrise du tonnerre ultime, une tactique spéciale. Et cette victoire signifie que nous avons atteint la finale régionale, qui se jouera contre le collège de la baie des pirates. Et évidemment, gros plot twist, en fait, Jude ne supportait pas le 5ème secteur. Incroyable, je m'en doutais pas. En fait, Jude fait partie de la résistance et nous aidera à vaincre le 5ème secteur. Pour Arion, la prochaine mission sera d'invoquer un esprit guerrier parce que bon, c'est le perso principal, ce serait un peu con qu'il en ait pas. Et après avoir essayé sans succès, Marc nous invite chez lui. Et là, attention, gros changement entre la version ombre et la version lumière, vraiment le truc qui te fait décider quelle version tu vas prendre. Dans la version ombre, la femme de Marc, c'est Camélia, alors que dans lumière, c'est Nelly. Waouh, ça change absolument tout. Après encore quelques entraînements, l'heure est venue pour nous d'affronter la baie des pirates, et comme Arion n'arrive toujours pas à invoquer son esprit guerrier, eh bien Marc décide très logiquement de le mettre en tant que gardien. Non, n'en cherchez pas, ça n'a rien de logique. Mais ça marche, et Arion peut maintenant invoquer Pégase, un esprit guerrier de dribble, qui à mon avis sont les moins utiles du jeu, et grâce à ça, enfin plutôt grâce au fait qu'on n'est plus bloqué par le script du match, on arrive à battre la baie des pirates assez facilement pour nous qualifier pour la phase suivante du tournoi. Et maintenant pour nous entraîner il nous faut de plus grands challenges, c'est donc pour ça qu'on va affronter la résidence Windsor. Chouette. Équipe entraînée par ni plus ni moins que Sylvia, et oui du coup je me suis un peu trompé la dernière fois, elle a bien fini avec Eric, sauf qu'il lui demandait d'aller aux États-Unis avec lui. Du coup elle est là, c'est pas pareil. Bref, donc dans cette équipe, mis à part Sylvia qui l'entraîne pour je sais pas quelle raison, eh bien on retrouve Scotty, ce qui change absolument rien au fait qu'on va les battre assez facilement. Nous avons également l'arrivée d'Aitor dans notre équipe, un petit filou qui mettra des bâtons dans les roues de Gabi, notamment pour créer du désordre dans l'équipe, pour absolument aucune raison. Parce que Aitor, il fait partie des gentils. Ensuite, on réaffronte la Royal Academy mais sans leurs invocateurs, et nous filons au multistade de la roulette, lui avec plusieurs stades possédant tous des particularités, et également à l'issue du tournoi, le prochain empereur du 5ème secteur sera nommé, et ça se jouera entre Alex Zabel et Seymour Hillman. Non mais putain Hillman t'abuses quoi, t'aurais pu mixer ton nom pour paraître un peu incognito, genre Souriem Almin.
Bref, donc dans ce premier match, nous affronterons l'Académie des Mers Lunaires dans un stade pouvant créer des tornades. Rien que ça. Et c'est pas tout, car dans cette équipe, on retrouve Doug, qui sera certainement ravi de se faire déboîter par son ancienne équipe, car oui, sans suspense, on va s'imposer, sans même que les Mers Lunaires ne marquent. Voilà, on peut tous se foutre de la gueule de Doug. Mais enfin, il y a un peu de mouvement à côté. Oui, car Marc va enfin voir Alex, ou Axel, pour lui demander légitimement ce qu'il est en train de foutre, et Axel le foutra dehors. Et dans notre équipe également, il y a du mouvement, car plutôt Hugues et Sean de l'ancienne équipe réserve nous ont rejoints. Personne n'a jamais utilisé ces joueurs, on est d'accord? Et c'est principalement pour ça que j'ai décidé d'utiliser Sean au poste de gardien. Et je n'accepterai aucun commentaire sur le fait que c'était une très mauvaise idée. Et également, nous rejoindra Lucien Darc, neveu du seul, de l'unique, de l'irremplaçable Tonton Darkou, qui bien qu'il ne soit pas présent dans l'histoire, ne nous laisse pas l'oublier. Merci Redark. Par contre, pareil que les deux autres, perso, à ce stade du jeu, j'avais absolument aucune utilité à utiliser Lucien. Et enfin, on aura l'arrivée de Ryoma qui revient après avoir joué en Italie. Au tour suivant, nous affronterons le collège alpin, anciennement entraîné par Sean Frost, qui s'est fait renvoyer car il était contre le 5ème secteur, et du coup son petit prodige, Njord, va mal tourner sous leurs ordres. Sean va donc nous aider à battre le collège alpin, notamment grâce à l'apprentissage de la tactique des ailes jumelles, et grâce à un but de Lucien, c'était un but scripté. Tout ça pour faire revenir les joueurs du collège alpin à la raison, et également, suite à ce match, Mark Evans quittera le club pour enquêter sur le 5ème secteur, laissant Jude nous entraîner. Tout s'enchaîne finalement assez vite. Entre plusieurs entraînements, nous apprenons que nos prochains adversaires seront Kirkwood, une équipe qui a un peu le cul entre deux chaises, entre des joueurs voulant écouter le 5ème secteur et d'autres voulant jouer au vrai football. Et pour remettre de l'ordre, Alex placera Byron Love à la tête de l'équipe. Byron Love qui n'a absolument aucun lien avec l'équipe de Kirkwood à la base. Ils l'ont mis là vraiment juste pour montrer qu'il était là. La mission pour ce match sera de maîtriser un nouvel esprit guerrier pour Ryoma, chose qu'il arrivera à faire grâce au soutien de son mentor, Kevin, qui est joueur pro en Italie. Et putain, j'aime pas spécialement Kevin, mais enfin un joueur qui a réussi. Le collège Kirkwood décidera grâce à Byron de jouer au vrai football pour disputer une fin de match honorable malgré leur défaite. Au prochain tour, nous affronterons le collège Mirage, et là, de nulle part, ils se sont dit, ça serait quand même bien de donner un peu de background à Wendy. Et donc, c'est ce qu'ils font. Et je dis pas, c'est une idée sympa sur le papier. Par contre, c'est vraiment la seule et unique fois où Wendy aura du développement. Donc, le buteur du collège Mirage possède une technique surpuissante qu'aucun gardien du tournoi n'a encore réussi à arrêter. Wendy décide donc de se bouger et de maîtriser une nouvelle technique, le mur de l'Atlantide. En réalité, Wanli et l'autre joueur étaient amis plus jeunes, mais Wanli s'est toujours considéré comme plus faible. Voilà pour résumer grossièrement. Alors, c'est certes pas grand chose, mais c'est super cool que ça soit présent. Arrivé au match, nous subissons le tir-feu follet, surpuissant, avant d'avoir l'idée du siècle, faire jouer JP au goal, poste qui ne quittera plus jamais car il est beaucoup trop fort. Il réussira même plus tard à invoquer un esprit guerrier, Atlas, pour en faire la main magique. Par contre, c'était un énorme coup dur pour Sam Gook qui n'aura jamais réussi à invoquer un esprit guerrier alors qu'il est dans les buts depuis le début. Faut dire que je l'avais remplacé par Sean. Mis à part ça, j'ai perdu le match. Mais le second essai s'est mieux passé, et nous voilà en demi-finale. C'est là que nous faisons la connaissance de Sol, qui est hospitalisé, mais qui deviendra super pote avec Arion. Nous nous entraînons avec la résistance pendant ce temps, puis nous allons jouer notre match contre le collège universel, et méga surprise, Sol fait partie de l'équipe adverse. Bon, et c'est un peu ce qui m'embête, il n'y avait pas spécialement beaucoup de surprises là-dessus. Tout le chapitre était centré sur lui quasiment. Durant ce match, nous galérons, mais Arion fait évoluer son esprit guerrier en Archipégase. On peut carrément fusionner 3 esprits guerriers pour en former un seul, truc hyper relou qu'on refera quasiment jamais ensuite. Tout ça va nous aider à gagner pour nous permettre d'aller en finale, affronter l'équipe du Mont Olympe. Mais hélas, dans le match contre le collège universel, Ricardo s'est blessé et ne pourra donc pas jouer la finale. Et c'est un terrible coup pour l'équipe. Pas du tout. Et donc c'est l'heure du chapitre final. Mark Evans revient entraîner l'équipe et on se fait encourager par beaucoup de personnes avant de se rendre au stade Zénith, là où tout se jouera puisqu'on affronte l'équipe d'Alex Zabel en personne, une équipe surpuissante où tous les joueurs sont des buteurs hors pair, et le match se déroule à peu près normalement. Ce qui est étrange, le jeu nous a pas trop habitués à ça. À la mi-temps, nous menons d'un but et c'est là que le big boss des big boss, Monsieur Sinkedea, se ramène et destitue Alex Zabel de ses fonctions pour prendre le contrôle de son équipe et décide par la même occasion de changer tous les joueurs de son équipe pendant la mi-temps. Alors j'ai un doute, mais je suis pas sûr que ce soit autorisé. Pour les remplacer par des joueurs de l'Alliance du Dragon, du coup le match là est bien scripté, donc on se prend 2 buts d'entrée, mais on revient au score, on va jusqu'en prolongation pour finalement s'imposer 4 buts à 2, et enfin on peut mettre fin aux agissements du 5ème secteur. Et on a quelques explications supplémentaires. Donc en gros, Axel Blaze est devenu le boss du 5ème secteur pour justement arriver à stopper ce football régulé, et pour ça il a attendu sur son trône comme un con. Mais vraiment, on se doutait bien qu'Axel Blaze ne serait pas le méchant ultime du truc. Mais déjà, ce mec, Monsieur Sinkedea, apparaît littéralement 2 fois dans tout le jeu. Donc le plan d'Axel Blaze, c'était d'arriver à la tête du 5ème secteur. Ça c'est fait. Ensuite, son plan, c'était d'attendre qu'une révolution ait lieu pour que les choses changent. Alors, on peut pas dire, Axel, il a fait quelques trucs discretos dans le jeu. Comme placer Mark à la tête de l'équipe et ne pas le virer quand il respectait pas les ordres. Essayer de vite fait sauver Kirkwood avec Byron Love. Mais sinon, il pouvait faire un truc tellement plus simple. Bah tiens, voilà, donc suite à ça, Seymour Hillman devient le nouveau boss du 5ème secteur, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bah il dissout le 5ème secteur.
tout simplement. Donc là, Axel, il a juste pris des années à faire ce qu'il aurait pu faire en 3 secondes, et du coup, pendant ces années, il a continué exactement les trucs pour lesquels il était contre. Allez, à la limite, il y a le dialogue final entre Marc et Axel, qui nous révèle que Axel, pendant ce temps, a pas fait que des trucs de gros enfoirés, hein, il a aidé des écoles et trucs comme ça. Je sais que tu as monté un système parallèle d'apprentissage du football, et que tu as financé les écoles menacées, afin que personne ne souffre à cause du football. T'es bien renseigné, toi. Puis bon voilà, hein, c'est terminé, Raymond est champion, le foot n'est plus régulé, et tout le monde est prêt pour aller fusionner avec des dinosaures, le roi Arthur et Jeanne d'Arc. Vraiment, tout va pour le mieux. Allez, maintenant le gameplay, même si on en a déjà un peu parlé avant. Bon, déjà mon avis ne change pas au cours du jeu. C'est super lent, alors certes, vers la fin les joueurs sont un peu plus rapides, mais franchement, ça se voit pas des masses. Hein. Les matchs scriptés, là, c'est vraiment trop. On ne profite réellement de jouer que durant les deuxièmes parties des matchs, et encore tu te fais un peu chier car les joueurs vont à 2 à l'heure. Sinon, la majorité des éléments des précédents jeux ont été gardés, voire même améliorés. Déjà, les techniques peuvent toujours devenir plus fortes, mais cette fois-ci, il y a plus de niveaux. Au lieu de s'arrêter à V3, ça va 2 crans au-dessus. Les esprits guerriers également augmentent de puissance au fur et à mesure des invocations, et enfin on a le retour des tactiques spéciales, que je trouve un peu moins pété que dans le jeu précédent, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Maintenant, rapide retour sur les esprits guerriers. Ça rajoute pas mal au gameplay, c'est indéniable, cependant il est vraiment assez compliqué de lutter entre un joueur qui possède un esprit guerrier et un joueur qui n'en possède pas, mais ça doit complètement être possible de terminer le jeu sans aucun esprit guerrier. Maintenant, parlons un peu des personnages. Là où beaucoup de gens n'ont aucun scrupule à cracher sur les joueurs de Go, notamment ceux de Raymond, et je dois dire que je les apprécie tous plutôt bien. Ce qui pêche, c'est leur développement, qui est inexistant pour une bonne partie. Et le seul joueur de Raymond qui sera un peu plus développé dans les suites, ce sera Gabi. Et ça du coup, ça crée un petit souci, parce que les joueurs de Raymond vont devenir peu à peu useless en fait. Genre Michael, Subaru, Eugène, Hugues, Sean, AD n'auront pas de développement, alors que bon, perso j'aurais bien aimé qu'il fasse un truc avec AD par exemple, parce que je trouve qu'il a un petit truc. Et même des joueurs qui ont eu un petit peu de développement seront complètement oubliés par la suite, comme Wanli, Lucien, Samgook ou encore Aitor. Et c'est franchement assez dommage pour eux parce que je suis sûr qu'il y avait des trucs assez cool à faire. Sinon pour ce qui est du reste des joueurs, franchement, je les ai trouvés très cool, notamment les designs que j'aime beaucoup, ceux des joueurs de la BD Pirates notamment, mais pour ce qui est des designs des persos originaux adultes, bon là je suis un peu mitigé mais chacun ses goûts. Bon, pour l'instant on est sur un bilan plutôt moyen. En fait le gameplay est pas réellement mauvais, mais il est bridé par du coup les matchs guidés, scriptés, tout ce que vous voulez, et donc on n'en profite pas vraiment. Mais cependant, on peut aller voir du côté d'un énorme point positif. Et c'est les défis. Enfin, on n'est plus sur des rencontres aléatoires qui se déclenchent tous les 3 pas, où il faut un item de merde pour pas en avoir. Là, les défis sont affichés sur la map et tu les fais quand tu veux. T'affrontes l'équipe que tu veux, qui est bien plus pratique pour recruter des joueurs par défi justement. Et ok, des fois il y a des défis qui sprintent vers toi comme jamais, mais déjà tu les vois sur la map, et ensuite, tu peux fuir. Et dans ce jeu, fuir ne te fait pas perdre des points de motivation ou d'amitié. Donc bon on s'en branle totalement que des gens nous sprintent dessus. En parlant des différents points, alors la motivation ça se farme hyper facilement, l'amitié un peu moins, perso j'ai quasiment toujours galéré avec ces points pour en avoir, mais du coup les points de motivation, comme dans les jeux précédents, te permettent d'acheter des items ou de faire des entraînements. Et on pouvait certainement faire ça dans les autres jeux mais j'avais juste pas pensé, mais on peut complètement foutre le bordel dans les stats de tes joueurs pour les faire jouer à des postes pour lesquels ils sont pas normalement faits. Genre moi j'ai fait monter au max l'interception de Sean pour le faire jouer gardien, je lui ai même donné un esprit guerrier de gardien pour qu'il soit super fort, et au final, bon il était giga nul mais j'ai essayé de lui donner une carrière. Les stats d'ailleurs à partir de ce jeu sont enfin plus claires, il était temps parce que j'en pouvais plus des stats moisies des autres jeux. Et enfin on a la catégorie recrutement, qui fait un peu débat. Donc à partir de ce jeu, nous avons des cartes joueurs, nous demandant maximum 4 conditions pour recruter un joueur. Ces conditions, ça peut être un autre joueur, un objet, un équipement, une photo, un thème de discussion, bref c'est assez varié. En temps normal dans ce jeu, un joueur lambda demandera pas des objets trop chiants à obtenir, mais pour les joueurs des autres équipes et en particulier les invocateurs, là ça se corse. Il vous faut dropper un objet durant un match, qui est complètement aléatoire, vous pouvez l'avoir dès le premier match, comme au bout de 150. Personnellement, le max que j'ai fait pour un item, c'est une 15aine de matchs, ce qui oui est giga long, et en plus moi je peux accélérer mon jeu, donc ça je peux comprendre que ce soit très frustrant. Surtout quand tu dois dropper des putains de gants de l'équipe réserve, ça m'a saoulé. Mais au-delà de ça, une fois l'objet obtenu, c'est plutôt simple. Alors pour les capitaines ou invocateurs des équipes adverses, il vous faudra souvent recruter 4 ou 5 joueurs de son équipe avant de pouvoir les recruter, mais souvent ça vaut le coup. Et puis sinon vous pouvez très bien faire tout le jeu avec le 11 de base ou avec des joueurs random recrutés, ça marche aussi pas mal. Alors oui du coup le gros point négatif de ce mode de recrutement, c'est la frustration quand tu n'arrives pas à dropper un objet. Mais franchement dans les suites des jeux Inazuma Eleven Go ça devient encore plus compliqué. Là franchement, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Également, vous devrez farmer les matchs dans le post-game, tout ça pour récupérer des jetons spirituels, indispensables pour qu'un joueur puisse maîtriser un esprit guerrier. Et c'est très compliqué à dropper. Mais perso, je me suis surpris à un petit peu continuer le jeu une fois que j'ai fini de record des trucs, parce qu'une fois que t'enlèves tous les matchs scriptés et les trucs un peu chiants, franchement, c'est plutôt sympa à jouer. Seul bémol pour les matchs amicaux des équipes de la route du Sacre, quand on rejoue les matchs, on les rejoue dans les mêmes stades, donc le stade de glace, les tornades, le stade flipper, et une fois encore c'est sympa, mais autant faire 15 matchs de suite sur le stade fluvial,
C'est franchement relou. Également, j'en parle pas là, mais oui, il y a du post-game, que j'ai joué un peu, mais le souci, c'est qu'il faut les 2 versions pour arriver à la fin du post-game. Et bon, bah, je les ai pas, et c'est pour ça aussi que j'ai skip toutes les apparitions de Tesca dans l'aventure principale, parce que du coup, ça aurait mené à rien. Et du coup, en conclusion, je dirais que c'est un jeu un peu compliqué à noter, parce qu'il est pas si mal en soi. Juste, il peut devenir vraiment relou à certains moments, de par son gameplay et également avec son histoire, car le début du jeu est vraiment pas dingue, et ça nuit un peu au reste. Plus le business de foot collégien, ça c'est vraiment tellement surréaliste qu'on le relève même pas. Et du coup, en conclusion, est-ce que le jeu est bon ou pas? Eh bah, personnellement, je le trouve plutôt bon, mais quand même un peu inférieur à Inazuma Eleven 2 et Inazuma Eleven 3, mais par contre on peut pas dire, hein, il est largement supérieur au premier Inazuma Eleven, hein. En même temps, il était là pour poser les bases celui-là. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire votre classement des jeux Inazuma. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.